Le bureau des complots. Allô, 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 allô. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Eh ben, c'est bien la première fois qu'on arrive pile en même temps. Ah oui, c'est incroyable. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie ? Que l'horloge interne de votre majesté et la mienne sont parfaitement alignées ? Mais plus que ça, Peters, c'est improbable, statistiquement infime. Vous avez quasiment toujours été en retard, moi je suis toujours en avance. Il y avait un équilibre, une mécanique bien huilée où jamais nous étions synchronisés. Ben voilà, il faut croire que la routine évolue. Ou alors il y a autre chose, une force invisible qui nous a guidés vers ce moment précis. Vous commencez à me faire peur, Jacobs. Selon votre théorie, notre synchronisation parfaite serait une sorte de message laissé par on ne sait quelle main invisible pour nous guider vers quelque chose ? Peters, mais réfléchissez, toute irrégularité dans la trame normale des choses peut être considérée comme un indice qui ne demande qu'à être déchiffré. Ne trouvez-vous pas ceci formidablement exaltant ? Je trouve surtout étrange votre exaltation. Vous imaginez peut-être que, sans le savoir, nous commençons dans ce sous-sol de la RTBF à toucher du doigt quelque chose de métaphysique ? Oh mais ce serait merveilleux. Nous pourrions même créer une confrérie, une obédience qui préserverait ce savoir nouveau. Waouh, Jacobs, vous n'allez pas commencer à me parler du grand architecte de l'univers, de compas et de choses comme ça quand même. Non, rassurez-vous, je ne pense pas que ce soit indiqué dans ce bureau. Mais même si je ne porte pas de tablier, vous savez, moi aussi j'ai le droit de rêver un peu. Bien sûr, et vous savez, cela me rassure que vous ayez des aspirations secrètes. Cela vous humanise un peu. Et en attendant que vous trouviez le groupe initiatique qui vous sied, du moins s'il existe, si vous le voulez bien, Jacobs, écoutons le message de notre répondeur. Vous avez un nouveau message. Salut le bureau des complots, c'est Sofiane de Bruxelles. Alors, parlons peu, parlons bien, les francs-maçons contrôlent tout. Ils sont infiltrés partout, ils gouvernent en sous-main, ils tirent des ficelles, ils s'enrichissent au mépris des lois, ils manipulent les banques, les médias, les politiques, les grandes institutions, ils s'attaquent aux religions. Bref, ce sont les maîtres du monde et personne ne veut le dire. Mais moi je le dis, parce que ça, c'est pas une théorie du complot, c'est une réalité. Bon, je connais pas vraiment leur histoire dans le détail en même temps, mais j'ai raison. Parfois, je me demande si ce répondeur ne nous écoute pas. Enfin bon, passons. Vous avez entendu ça, Jacobs ? Sofiane, il coche presque toutes les cases du conspirationnisme de base. Eh bien, tant mieux. Enfin, un auditeur qui nous entraîne sur le terrain des francs-maçons. Un classique parmi les classiques, que dis-je, l'incontournable des théories du complot. Voilà venir le grand mythe de la société secrète qui tire toutes les ficelles du monde. L'ordre millénaire, féru de symboles occultes et de rituels mystérieux qui auraient infiltré chaque recoin de la société, des institutions politiques aux hautes sphères économiques, tout ça pour saper l'ordre établi, manipuler l'opinion, contrôler chaque rouage du pouvoir. Exactement, Peters. Une mission taillée sur mesure pour nous. Aujourd'hui, on va disséquer tout ça, déconstruire, démystifier, éclairer chaque zone d'ombre qui alimente cette théorie. Oui, enfin, une journée classique au bureau des complots, quoi. Le bureau des complots. La franc-maçonnerie. Voilà un sujet qui sent le mystère et les symboles ésotériques. Alors il faut d'abord revenir à l'essentiel, ses origines. Et là, on entre dans un brouillard dense où se mêlent mythe et réalité. Un vrai labyrinthe, car même avec les progrès des historiens, la naissance de la franc-maçonnerie reste une énigme. Ce qui est sûr, c'est que les francs-maçons modernes se considèrent comme les héritiers d'un savoir ancestral, celui des bâtisseurs de cathédrales. Et ça mérite qu'on creuse un peu. Alors traditionnellement, on fait remonter la franc-maçonnerie au Moyen-Âge, plus précisément au XIIe et XIIIe siècle, quand l'Europe, justement, se couvre de cathédrales. À cette époque, les chantiers sont immenses et peuvent durer des décennies, parfois même plusieurs siècles. La plupart des maçons qui y travaillent n'ont jamais vu la première pierre posée et ne verront peut-être jamais la fin du chantier. Ces ouvriers sont organisés en différentes catégories. Les plus expérimentés, appelés compagnons, forment les plus jeunes, les apprentis. Et surtout, ils se regroupent au sein de loges. Des loges maçonniques avant l'heure, enfin
en apparence. Oui, le mot loge apparaît dès le XIIIe siècle, mais à l'origine, il ne désigne rien de bien mystérieux. C'était tout simplement un abri, accolé au chantier, un lieu où l'on rangeait les outils, où l'on discutait des travaux en cours et où l'on dessinait les plans. Mais très vite, ces loges deviennent plus qu'un simple local servant à entreposer le matériel, car c'est dans ces lieux que la profession de maçon se structure avec des règlements qui codifient leur travail. À l'instar des charpentiers et des couvreurs, les maçons s'organisent en corps de métier. Et comme nous sommes en plein Moyen-Âge, avoir un simple règlement ne suffit pas. Il faut donner à tout ça une dimension spirituelle. Quelques maçons lettrés, influencés par les récits religieux et les chroniques anciennes, rédigent alors une histoire légendaire de leur métier. On la retrouve dans les Old Charges, les anciens devoirs, un recueil de textes dont les premières versions remontent à la fin du XIVe siècle en Angleterre. Et c'est là que ça devient intéressant. Ces anciens devoirs racontent que la maçonnerie et la géométrie remontent aux origines du monde et que ces savoirs ont survécu au déluge grâce aux fils de Noé qui auraient gravé leurs secrets sur des colonnes de pierre. D'après ces textes, les grandes réalisations architecturales, comme la Tour de Babel ou le Temple de Salomon, sont les héritages de cette connaissance sacrée. Alors, on est bien d'accord que tout cela relève plus du mythe que de l'histoire. Oui, évidemment, mais ce n'est pas juste un folklore sympathique. Ce récit joue un rôle central dans l'identité même des maçons. Il leur donne un passé noble et sacré, un héritage qui dépasse le simple métier d'artisan. Et en plus du mythe, ces textes ajoutent une série de règles à suivre pour garantir une certaine discipline parmi les ouvriers qui travaillaient loin de chez eux, souvent sur plusieurs chantiers au cours de leur vie. C'est ainsi que les loges deviennent aussi un lieu d'enseignement et de transmission. Une transmission qui donc déjà à l'époque paraît entourée d'un certain mystère. Mais ça s'explique aussi. La religion est omniprésente dans la société médiévale et les usages des loges suivent cette logique. Un ouvrier qui intègre un chantier prête serment sur la Bible, jure de respecter Dieu, l'Église, son roi et bien sûr le maître du chantier. Oui, ça c'est son initiation en fait, et avec le temps, le mot loge va prendre un nouveau sens. Et à partir du XVe siècle, le terme ne désigne plus seulement la bâtisse en bord de cathédrale, mais l'ensemble des maçons qui travaillent sur un même chantier. Puis au XVIe siècle, en Écosse, le mot loge va désigner une juridiction permanente. Les maçons d'une ville ou d'un district s'organisent en une structure autonome, capable de régler les conflits entre ouvriers et employeurs, la loge. Et c'est donc là, au XVIe siècle et en Écosse, qu'apparaît le terme franc-maçon. À cette époque, c'est être libre et affranchi des contraintes des juridictions seigneuriales. Ces maçons ont donc un statut particulier, autonome. Mais qui dit autonomie dit aussi la nécessité de se reconnaître entre soi. D'où l'apparition du fameux mot du maçon, un signe secret de reconnaissance transmis aux initiés lors d'une cérémonie où ils prêtent serment. Et ce fameux mot du maçon, au départ, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est surtout un moyen de garantir que seuls les maçons qualifiés pouvaient prétendre aux privilèges de leur métier. Donc à la base, la franc-maçonnerie, ce sont des ouvriers d'élite qui se protègent contre la concurrence. On est bien loin d'un complot mondial. Mais alors, comment est-on passé d'une guilde de bâtisseurs à une société secrète influente ? Mais ça, Peters, c'est une autre histoire. J'ai une question sur les complots. Le bureau des complots. La franc-maçonnerie médiévale est donc avant tout un réseau de bâtisseurs, structuré autour d'un savoir-faire technique et d'une organisation rigoureuse des chantiers. Mais à la fin du XVIe siècle, quelque chose d'assez étrange se produit en Écosse. Les loges commencent à accueillir des membres qui n'ont strictement rien à voir avec le métier de maçon. C'est ainsi qu'on va progressivement passer de l'ouvrier tailleur de pierre aux mains calleuses à des individus aux souliers vernis, en perruques poudrées, qui débattent de philosophie. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment pourquoi. Effectivement, ce changement n'a jamais été complètement expliqué par les historiens. Ce que l'on sait en revanche, c'est où et quand cela se serait passé. L'un des premiers cas attestés remonte à 1600 en Écosse. Il s'agit de John Boswell, un notable d'Édimbourg qui intègre une loge de maçons de sa ville.
Or, Boswell, c'est connu, n'a jamais monté un mur de sa vie. Et ce qui est tout aussi certain, c'est que ce John Boswell ouvre la voie à un phénomène qui va s'amplifier dans les décennies suivantes. Les Gentlemen Masons, c'est le nom que l'on donne à ces nouveaux membres des loges qui ne sont plus des ouvriers. Ce sont des personnalités influentes, des aristocrates, des érudits ou encore des mécènes. Et ces hommes n'ont pas de curiosité particulière pour les techniques de construction. S'ils rejoignent la franc-maçonnerie, c'est plutôt par attrait du mystère. Vers 1620, cette curieuse mode s'exporte en Angleterre. À Londres, une loge nommée Acceptation ouvre ses portes à ces nouveaux initiés étrangers au métier. Puis, en 1646, on a un cas encore plus marquant. Elias Ashmole, un érudit excentrique, féru d'alchimie et d'ésotérisme, fonde une loge à Liverpool. Et là, aucun des membres n'est maçon de métier. C'est un point de bascule, parce que c'est à cette période qu'on passe de ce que les spécialistes appellent la maçonnerie opérative, c'est-à-dire celle des bâtisseurs du Moyen-Âge, à la maçonnerie dite spéculative, qui devient un club de réflexion philosophique et symbolique. Et cette transition va trouver son apogée en 1717 avec la fondation de la Grande Loge de Londres. 1717 est d'ailleurs souvent la date reconnue comme naissance de la franc-maçonnerie. Cette loge naît de la fusion de 4 loges déjà existantes. Mais contrairement aux loges médiévales, celle-ci ne compte pratiquement plus aucun maçon de métier. Les membres sont des intellectuels, des aristocrates, des bourgeois fortunés, bref, ça n'a plus rien à voir avec les tailleurs de pierre. Et c'est là que c'est encore plus intéressant, car ces nouveaux francs-maçons, s'ils n'ont plus aucun lien avec le métier d'origine, sont fascinés par son imagerie. Ils adoptent les rituels, les symboles et surtout, ils s'approprient le secret, le fameux mot du maçon. Un secret qui, on le rappelle, n'était à la base qu'un moyen pour éviter que des imposteurs piquent le boulot des vrais maçons. Et voilà comment on bâtit une légende intemporelle. Allô, le bureau des complots ? Nous y sommes. La franc-maçonnerie telle qu'on l'a connue jusqu'ici, avec ses loges d'ouvriers et ses rites hérités du compagnonnage, n'existe plus. Avec la Grande Loge de Londres, c'est la fin du modèle ancien et surtout une vision totalement nouvelle de ce que doit être la franc-maçonnerie. Et ce qui est frappant, c'est à quel point cette grande loge ne ressemble à rien de ce qui existait avant. Jusqu'ici, chaque loge vivait en autonomie, rattachée d'abord à un chantier, puis à un lieu précis. Là, on va assister à une mise en réseau des loges, une volonté d'unifier, de codifier. Et comme toute grande organisation, la Grande Loge de Londres va se doter d'un texte fondateur qui fixe les règles. Et c'est là qu'intervient George Payne, l'un des premiers grands maîtres. En 1720, il lance un projet ambitieux, réécrire les anciens devoirs, ces vieux textes qui encadraient jadis la profession des maçons. Payne veut désormais poser les principes philosophiques d'une société fermée, avec ses propres lois, ses propres symboles et surtout son propre secret. Et pour une mission pareille, il faut un esprit méthodique. Payne ne s'adresse donc pas à un architecte ni à un juriste, mais à un pasteur, James Anderson. Un homme d'église, pour structurer une confrérie ésotérique, ça peut paraître un peu déplacé, mais ce n'est pas un choix anodin. Anderson n'est pas qu'un simple religieux, c'est aussi un intellectuel, un passionné d'histoire et surtout un homme capable d'habiller un récit d'une aura mystique. Et c'est précisément ce qu'il va faire avec ces constitutions d'Anderson, rédigées en 1723. Un texte majeur qui marque la rupture définitive avec la franc-maçonnerie opérative. Petit extrait des constitutions d'Anderson, je cite « Vous serez circonspect dans vos propos et dans votre comportement, pour que l'étranger le plus perspicace ne puisse découvrir ni deviner ce qu'il ne doit pas connaître. Et vous aurez parfois à détourner la conversation pour l'honneur de notre vénérable fraternité. » Parler à mots couverts, avoir une attitude qui ne laisse rien paraître. C'est maintenant officiel, la franc-maçonnerie devient une société secrète, avec des règles précises pour protéger ses rites et ses membres des regards extérieurs. Et ce secret intrigue, cette exclusivité attire. La Grande Loge de Londres devient rapidement un centre d'attraction pour les intellectuels, les scientifiques et les penseurs.
Quand on voit les figures qui la dirigent, on le comprend d'autant plus aisément. En 1725, c'est Jean-Théophile Desaguliers qui prend la tête de l'organisation. Un homme à la croisée de plusieurs mondes. Physicien, philosophe, proche du prince de Galles et surtout un ami intime d'Isaac Newton. Et avec lui, la franc-maçonnerie va passer à un tout autre niveau. Desaguliers transforme la Grande Loge en un véritable laboratoire d'idées où se mêlent science, spiritualité et philosophie des Lumières. Il ouvre les portes à de nombreux membres de la Royal Society, l'Académie scientifique britannique. Et l'évolution ne s'arrête pas là. Après Desaguliers, la franc-maçonnerie va se fondre totalement avec l'aristocratie anglaise. Exactement. En 1730, le duc de Montaigu prend la tête de la Grande Loge. Et lui, ce n'est pas un érudit, c'est un aristocrate pur jus, un membre très influent de la plus haute noblesse britannique. Avec lui, nous assistons à un nouveau glissement dans la sociologie des loges. Fini les bourgeois éclairés, fini les notables locaux. À partir de ce moment-là, la franc-maçonnerie britannique devient une institution d'élite, la véritable arrière-cour du pouvoir. Car après Montaigu, tous les grands maîtres de la Grande Loge seront issus de la famille royale britannique. Une tradition qui va s'ancrer jusqu'à aujourd'hui. Et en parallèle, la franc-maçonnerie continue son expansion territoriale. Dès 1735, la Grande Loge de Londres contrôle déjà 129 loges à travers le royaume. En 15 ans seulement, elle s'est imposée comme une organisation majeure. Et nous allons le voir, c'est désormais l'heure de l'expansion internationale. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Commençons notre périple en France, pays des Lumières et des intrigues de cour. On imagine bien que la maçonnerie n'a pas eu de mal à s'y faire une place. Alors tout commence en 1725, sous le règne de Louis XV. À cette époque, des exilés anglais et écossais apportent avec eux les usages maçonniques qu'ils ont connus outre-Manche. Et c'est ainsi qu'ils fondent la première loge en France, en plein cœur du quartier latin, rue des Boucheries. Une loge fondée dans une rue au nom aussi gastronomique, ça ne m'étonne pas des Français, tiens. Oui, enfin, à cette époque, c'est plutôt sanguinolent et malodorant comme lieu, car c'est là qu'arrivaient en masse les bestiaux et se négociaient les viandes destinées à nourrir Paris. C'est vrai, à cette époque, la rue était animée et bruyante avec des étals de viande, des écorcheurs, des tanneurs et autres artisans. Les conditions d'hygiène étaient rudimentaires, le sang et les déchets s'écoulaient souvent dans les rues, dégageant des odeurs nauséabondes. Pas mal en tout cas pour tenir des réunions à l'abri des regards, mais les francs-maçons ne vont pas rester cantonnés à ce quartier qui empeste. En 20 ans, le nombre de loges explose. On en recense déjà plus de 40, dont 2 dizaines à Paris. Et comme toujours, dès qu'un mouvement prend de l'ampleur, il suscite la curiosité. En 1737, il se passe d'ailleurs un événement qui va propulser la franc-maçonnerie sous les feux de la rampe. Un certain René Hérault, lieutenant de police, parvient à infiltrer une loge et assiste à une cérémonie d'initiation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas d'observer. Il note tout. Le décorum, les rituels, les vêtements, les formules prononcées. Et puis surtout, il raconte ce qu'il a vu. Son rapport est publié dans la Gazette de Hollande, un journal très influent à l'époque. Et là, c'est l'effet boule de neige. Tout Paris bruisse de rumeurs. Et la franc-maçonnerie devient un véritable sujet de fascination. Au lieu de discréditer la franc-maçonnerie, ce lieutenant de police lui fait une incroyable publicité. Et ce n'est qu'un début. Dans les années 1740, plusieurs livres sont publiés. Ces ouvrages deviennent des best-sellers et l'attrait pour les francs-maçons ne fait qu'augmenter. Mais peu à peu, la fascination bascule en méfiance. Les cérémonies secrètes, les symboles mystérieux, les rites initiatiques, l'idée qu'un groupe se réunisse dans l'ombre pour discuter de grandes idées, ça a de quoi faire tiquer les autorités. Surtout qu'il faut savoir que les rassemblements sont interdits à cette époque. Sous l'Ancien Régime, en France, il n'existe pas encore de liberté d'association. Donc, si des hommes se réunissent en secret, c'est forcément qu'ils complotent quelque chose. Complote, le mot est lâché. Et ça ne va pas s'arrêter là, car un autre élément va jouer en défaveur des francs-maçons, leur origine étrangère. Les Britanniques qui ont introduit la franc-maçonnerie en France sont souvent protestants, ce qui suffit à alimenter la
méfiance du clergé catholique, mais aussi du pouvoir royal. Et la sanction ne se fait pas attendre. On assiste à une première vague de répression. Mais cette vague de répression reste timide. Les arrestations concernent surtout des maçons de modeste extraction. Rien de très méchant. L'heure est à l'indulgence, de quoi permettre à la franc-maçonnerie française de prospérer. D'autant plus qu'en 1743, un personnage influent en prend la tête. Il s'agit de Louis de Bourbon-Condé, prince, abbé, militaire, libertin et surtout grand ami de Madame de Pompadour, la maîtresse en titre du roi Louis XV. L'arrivée de Louis de Bourbon-Condé place les frères au cœur même du pouvoir. Grâce à ses connexions, la monarchie adopte une attitude particulièrement bienveillante envers eux. Conséquence, en l'espace de 30 ans, la franc-maçonnerie française poursuit sa spectaculaire expansion, passant de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de membres. Vient ensuite le tour de Philippe d'Orléans, qui prend le relais en 1771. Un personnage là aussi majeur, premier prince de sang, c'est-à-dire le plus haut dignitaire du royaume après les fils du roi. Il est potentiellement l'un des héritiers du trône. Et c'est lui qui va diriger les francs-maçons français. Et en 1773, Philippe d'Orléans va fonder le Grand Orient de France, qui devient rapidement l'obédience la plus influente d'Europe continentale. À la veille de la Révolution française, la franc-maçonnerie est partout. Il y a plus de 1000 loges dans le pays. Et le phénomène touche toutes les classes sociales. Dans les grandes villes, il est désormais impossible de ne pas croiser un franc-maçon influent. Le bureau des complots. Et la Belgique, mon cher Jacobs? On a vu comment la franc-maçonnerie avait traversé la Manche pour s'implanter en France, mais qu'en est-il par chez nous? Bonne question. Eh bien, pour y répondre, il nous faut d'abord nous replacer dans le contexte de l'époque. La Belgique, en tant que nation indépendante, n'existe pas encore. On est au XVIIIe siècle, sous domination autrichienne, donc officiellement dans le giron du très catholique et conservateur Saint-Empire romain germanique. Et donc, en théorie, la franc-maçonnerie aurait dû avoir plus de mal à s'implanter ici qu'en France. Oui, en théorie, mais dans la pratique, c'est une autre histoire. La première loge maçonnique belge voit le jour en 1743 à Bruxelles, sous le nom de la Parfaite Union. 1743, c'est une implantation relativement précoce. C'est quasiment contemporain d'ailleurs de la maçonnerie française. Et si les francs-maçons s'implantent si tôt à Bruxelles, ce n'est pas un hasard. La ville est une cité cosmopolite avec une forte présence de fonctionnaires, de commerçants et d'officiers étrangers, notamment des Français. Et cette première loge, la Parfaite Union, attire très vite du monde. Mais elle ne reste pas seule bien longtemps. En 1765, une autre loge importante voit le jour à Mons, sous le nom de la Bonne Amitié. Ces premières loges belges fonctionnent alors sur le modèle des françaises, avec un mélange de philosophie des Lumières, de rituels ésotériques, et permettent à leurs membres de cultiver un réseau d'entraide. Mais la franc-maçonnerie belge va connaître un coup d'arrêt. En 1778, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, fervente catholique, va interdire purement et simplement la franc-maçonnerie dans tout son empire. Les loges belges entrent alors dans une phase de clandestinité. Donc, au moment où, en France, la franc-maçonnerie explose et attire des figures influentes, chez nous, elle doit se cacher. Mais cette interdiction n'empêche pas la maçonnerie de survivre. Elle continue discrètement à mener ses activités, d'autant plus que, finalement, cette situation ne dure pas. Effectivement, 3 ans à se cacher seulement, car tout change en 1781, avec l'arrivée au pouvoir de Joseph II, le fils de Marie-Thérèse, surnommé le despote éclairé. C'est un fervent partisan des Lumières, et il ne voit pas la franc-maçonnerie comme une menace, bien au contraire. Il considère même qu'elle peut être un outil de modernisation de l'Empire. Sous son règne, les loges redeviennent légales, et une obédience maçonnique majeure est même créée en 1786, le Grand Orient des Pays-Bas autrichiens. Ça y est, la franc-maçonnerie belge est officiellement reconnue. C'est un événement marquant, certes, mais il arrive alors un bouleversement autrement plus considérable, la Révolution française. Le bureau des complots. Avec la Révolution française, la perception des francs-maçons va changer. Ils vont passer de cercles ésotériques à une société secrète fomentant le chaos.
Pour certains, la révolution n'aurait pas été le produit de tensions politiques et sociales, mais bien le fruit d'une machine diabolique orchestrée depuis l'ombre des loges. Le grand artisan de cette thèse, c'est l'abbé Augustin de Baruel, l'auteur d'un pavé en 5 volumes intitulé « Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme », publié entre 1792 et 1798. Un grand classique du conspirationnisme. Nous en avons d'ailleurs déjà parlé dans ce bureau quand nous avions étudié le cas des Illuminati. Pour Baruel, le complot maçonnique s'est articulé en plusieurs étapes. Tout a commencé avec le travail de sape mené par les philosophes des Lumières. Baruel écrit ainsi « Bien des années avant cette Révolution française, des hommes qui se firent appeler philosophes conspirèrent contre Dieu et l'Évangile. Cette conspiration fut celle des sophistes de l'incrédulité et de l'impiété. » Pour lui, Voltaire, Rousseau et consorts ne sont donc pas de simples penseurs. Ce sont des agents d'un plan secret visant à détruire l'ordre chrétien. On en vient ensuite à la deuxième phase, l'entrée en scène de la franc-maçonnerie. Et Baruel innove en développant 2 idées majeures. D'abord, il fait de la franc-maçonnerie une plateforme d'unification. Selon lui, les loges servent à rassembler toutes les oppositions politiques et religieuses. Baruel affirme avoir assisté à une cérémonie maçonnique et c'est là que s'organise la subversion. Ensuite, la deuxième idée de Baruel, c'est de séparer la franc-maçonnerie en 2 catégories distinctes. D'un côté, les loges ordinaires, accessibles à tout le monde, et de l'autre, les loges élitistes, réservées aux hauts grades. Et selon lui, ce sont ces hauts grades qui tirent réellement les ficelles, manipulant les francs-maçons de base sans qu'ils ne s'en rendent même compte. En exonérant la majorité des francs-maçons, Baruel évite de rendre son complot trop invraisemblable. Et c'est plutôt malin. Et ça fonctionne, hein. La conspiration ne serait pas menée par des milliers d'individus, mais par une petite centaine de figures influentes, soigneusement sélectionnées parmi les élites du royaume. C'est tout de suite beaucoup plus crédible. Et voilà comment on arrive à la dernière phase du plan, le déclenchement de la Révolution. Et c'est ici que Baruel fait intervenir les illustres illuminés de Bavière. Il affirme que cette société secrète, bien plus radicale, a infiltré la franc-maçonnerie pour accélérer la chute de la monarchie. Selon Baruel, les Illuminati ont pris le contrôle des hauts grades. Ils ont enrôlé les francs-maçons les plus progressistes, monté des clubs politiques comme ceux des Jacobins. Et là... boum! La révolution éclate, et voilà comment naît la toute première théorie du complot maçonnique. Exact. En gros, l'abbé Baruel a élaboré et rédigé le mode d'emploi du conspirationnisme moderne. Et avec lui, la franc-maçonnerie est passée de cercle philosophique à une organisation soi-disant maléfique. Une histoire qui a traversé les siècles et nourrit bien des fantasmes. Et nous allons le voir, tout ça va avoir des répercussions chez nous, en Belgique. Une question sur les conspirations? Le bureau des complots. Ah, la Révolution française. On en parle souvent comme d'un grand élan de liberté, mais la vérité historique est quand même bien plus complexe, mon cher Jacobs. Ah, ça c'est sûr. En Belgique, en tout cas, ça a été un sacré tremblement de terre pour les francs-maçons. Et en même temps, ce n'est pas étonnant. Les loges belges sont à l'époque surtout fréquentées par des aristocrates, des officiers autrichiens, quelques intellectuels éclairés. On est loin de la radicalité des révolutionnaires tricolores. La franc-maçonnerie belge est très élitiste. On y trouve quelques réformateurs modérés, mais pas vraiment de républicains farouches. Et quand la Révolution éclate en France, les francs-maçons belges restent dans l'expectative. Ils suivent l'évolution des événements avec inquiétude. Attachés à la monarchie autrichienne, à l'ordre établi, ils ne sont pas prêts à tout jeter par la fenêtre. Et puis le clergé est encore très influent, ce qui renforce leur prudence. Donc, en résumé, les francs-maçons ne se bousculent pas pour planter des guillotines sur la Grand Place de Bruxelles. Mais en 1794, les événements prennent un tournant brutal. Les troupes révolutionnaires françaises, avec leur bonnet phrygien, leur obsession pour la déchristianisation et la chasse aux élites, envahissent la Belgique. Et pour la franc-maçonnerie, c'est tout d'abord un cauchemar. L'occupation française entraîne la disparition de l'ordre ancien, la noblesse locale est écartée du pouvoir, les institutions autrichiennes sont démantelées et l'Église catholique, qui dominait la vie sociale et politique, est violemment attaquée. On le comprend, les francs-maçons belges, qui étaient liés aux aristocrates et aux élites en place, se retrouvent orphelins.
Les loges se vident, les membres s'éparpillent. Certains vont se rallier aux Français, mais d'autres disparaissent purement et simplement de la circulation. Mais la situation change avec l'arrivée de Bonaparte en 1799. Parce que Napoléon, lui, voit la franc-maçonnerie comme un outil politique. Il veut en faire un instrument de contrôle pour soutenir son régime. Et donc, sous son règne, les loges maçonniques belges ne sont plus traquées, elles sont embrigadées. Napoléon réorganise la franc-maçonnerie sous l'autorité du Grand Orient de France. Les loges belges, qui renaissent, doivent prêter allégeance au régime, liberté, égalité, fraternité, mais sous contrôle impérial. Voilà. Mais indéniablement, les francs-maçons retrouvent de l'influence. Ils deviennent des relais du pouvoir bonapartiste. La maçonnerie belge devient un acteur incontournable de la vie intellectuelle et politique, sans pour autant être vraiment libre. Mais après la chute de Napoléon en 1815, on assiste à une nouvelle secousse pour les loges. Les provinces belges passent sous domination néerlandaise, changement de décor total avec le royaume des Pays-Bas et son roi protestant Guillaume Ier. On va alors changer de registre. Ah ça, on peut le dire. Un protestant qui gouverne la Belgique, déjà, ce n'est pas du goût de tout le monde, loin de là. Et ensuite, Guillaume Ier, il se méfie des loges belges comme de la peste. Il craint leur influence sur la population, sur les élites et surtout sur les catholiques qui représentent la grande majorité du pays. Et il ne tient pas à ce que la Belgique se transforme en une poudrière comme la France de 1789. Et s'il ne fait pas interdire la franc-maçonnerie, il va strictement encadrer l'activité des loges en les poussant à se détacher du Grand Orient de France qu'il juge trop politisé et surtout trop lié aux idées républicaines et anticléricales. Mais les francs-maçons belges résistent. Ils ne veulent pas être inféodés au pouvoir néerlandais. Ils refusent de se plier aux injonctions du roi. Guillaume Ier ne peut accepter cette volonté d'autonomie sans réagir. Il va donc renforcer encore une fois la surveillance des loges. Les tensions entre l'État et les francs-maçons deviennent de plus en plus fortes et c'est là qu'on arrive à la fameuse affaire linguistique. Le bureau des complots. En 1823, Guillaume Ier tente d'imposer le néerlandais comme unique langue administrative. Cette réforme vise évidemment les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, où le français domine parmi les élites. Cette réforme suscite un rejet massif, que cela soit en Flandre, où le français est largement utilisé par l'administration ou les classes bourgeoises, et plus encore en Wallonie, où elle est perçue comme une imposition totalement étrangère. Et puis, pour couronner le tout, Guillaume Ier s'en prend ensuite à l'école. Et là, c'est la goutte de trop. En 1828, pour réformer l'éducation, le roi veut centraliser l'enseignement et imposer un système laïque, contrôlé par l'État. Évidemment, les catholiques hurlent au scandale, mais étonnamment, du côté des loges, cette idée n'est pas non plus très bien accueillie. Et non, si certains frères pensent que cette réforme pourrait favoriser la diffusion des Lumières et d'un enseignement, disons, plus progressiste, la plupart d'entre eux voient d'un mauvais œil le fait que l'État prenne un contrôle aussi direct sur l'éducation dans le but d'accentuer la domination néerlandaise. Et du coup, va se créer une alliance inattendue contre Guillaume Ier. Elle va unir catholiques conservateurs et francs-maçons libéraux. Ah, c'est bien une histoire belge comme on les aime. Des francs-maçons qui finissent par s'allier avec leur pire ennemi catholique pour mettre dehors un roi protestant. Mais l'histoire a parfois des ressorts insoupçonnés. Car n'est-ce pas cette alliance presque contre nature qui nous aurait amené en 1830 à l'indépendance belge ? Je vous laisse la responsabilité de cette pensée, mais une chose est certaine, nous allons là encore retrouver les francs-maçons en première ligne. 25 août 1830, Bruxelles. Opéra de la Monnaie. On y joue La Muette de Portici, une œuvre française qui exalte la révolte populaire du peuple napolitain contre l'oppresseur espagnol au XVIIe siècle. Pendant le spectacle, l'émotion gagne la salle. D'abord, ce sont des cris qui fusent. Et puis, à la sortie du théâtre, c'est comme si la foule voulait reproduire le spectacle grandeur nature. Le quartier s'embrase. De manière spontanée, des émeutes éclatent, des barricades s'élèvent dans le centre de la ville. Tout va trop vite. Le pouvoir hollandais est complètement dépassé. C'est alors que les francs-maçons entrent en scène. Dès le début de l'insurrection, les loges bruxelloises jouent un rôle central en coordonnant l'insurrection. Ce sont elles qui organisent les premières milices. C'est encore elles qui vont maintenir l'ordre au sein de la ville après le départ des troupes néerlandaises.
Les francs-maçons ne constituent pas un bloc homogène. Certains sont républicains, d'autres veulent une monarchie indépendante. Mais l'essentiel, c'est qu'ils s'accordent sur une chose. Il faut se débarrasser des Hollandais. Prenons un instant pour regarder quelques-unes des figures majeures de la Révolution. Vous allez voir, Peters, c'est fascinant. Louis de Potter, chef de file des opposants au roi Guillaume, franc-maçon. Erasme Surlet de Choquier, premier régent de la Belgique indépendante, franc-maçon lui aussi. Charles Rogier, meneur de la Révolution et futur Premier ministre, franc-maçon aussi. Ah oui, ça ne rigole pas. Mais attendez, il y a quelque chose qui m'intrigue. Si la Révolution éclate en août, l'indépendance n'est proclamée qu'en octobre, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, il fallait trouver un compromis, parce que, mine de rien, il restait un pays organisé. Et là encore, on retrouve les francs-maçons qui ont joué un rôle déterminant de médiateur entre les différentes factions pour éviter que l'anarchie ne s'installe. Et puis, lorsque le 23 septembre, les troupes hollandaises reviennent pour reprendre Bruxelles, elles se heurtent à une résistance féroce, organisée notamment par les francs-maçons. Il n'y a pas que, bien sûr, mais c'est vrai qu'ils sont présents sur les barricades. Enfin bon, quelques jours plus tard, on instaure un gouvernement provisoire et l'indépendance de la Belgique est proclamée. Nous sommes le 4 octobre 1830. Et maintenant, il faut trouver un roi. Mais surtout pas venant des Pays-Bas. La Belgique se met donc en quête d'un souverain étranger et le choix se porte finalement sur Léopold de Saxe-Cobourg, un prince allemand anglophile. Un protestant pour régner sur un pays catholique ? Encore un. Mais c'est un complot. Les francs-maçons font partie en tout cas de ceux qui poussent pour mettre Léopold sur le trône. Il faut dire que celui-ci est considéré comme modéré et puis surtout, il est perçu comme un garant de l'indépendance belge face aux appétits de la France et de la Prusse. Et Léopold Ier accepte. Il devient roi des Belges en 1831, posant ainsi la première pierre de la Belgique moderne. Les francs-maçons ont donc été à la manœuvre sur tous les fronts, du soulèvement populaire à l'organisation de l'État, en passant par le choix du roi. Indéniablement, sans leur influence, la Belgique n'aurait peut-être jamais vu le jour sous la forme qu'on connaît aujourd'hui en tout cas. En même temps, pour un pays qui affiche sur sa devise « L'union fait la force », il fallait bien quelques architectes pour la bâtir. Un petit clin d'œil sûrement au nom de la première loge belge, la Parfaite Union, souvenez-vous. Donc en résumé, les francs-maçons belges, d'abord sous influence autrichienne, sont passés sous tutelle française avec Napoléon. Puis ont subi la surveillance des Hollandais, avant de devenir des révolutionnaires libéraux pour créer un État indépendant. C'est exactement ça. Et après ça, ils osent encore dire qu'on ne complote pas ? Disons qu'ils ont toujours su tirer leur épingle du jeu. Mon cher Jacobs, je crois que le temps qui nous est imparti pour ce bureau du jour touche à sa fin, alors que nous n'en sommes arrivés qu'à l'indépendance belge. Eh oui, il nous reste encore près de 2 siècles à parcourir, mais c'est que l'épopée des francs-maçons est riche. Et alors, que dit-on à Sofiane qui nous a appelés de Bruxelles pour nous demander si les francs-maçons dirigent le monde ? Eh bien, tout d'abord, que dès que possible, nous reprendrons notre travail sans perdre une minute, mais déjà, nous pouvons lui donner des éléments de réponse. On a vu d'abord comment un simple abbé a su planter la graine du conspirationnisme. C'est vrai que dès qu'une société traverse une période trouble, comme la Révolution française a pu l'être, avec de grands bouleversements qui remettent en cause l'ordre établi, en l'occurrence l'autorité de l'Église et de l'aristocratie, les francs-maçons, identifiés comme libéraux, ont été aussitôt accusés de tous les maux. Et chez nous également, nous le verrons, si les théories autour des francs-maçons persistent avec autant de force, ce n'est pas sans raison. Réseau discret, influence passée avérée, culte du secret. Autant d'éléments propices à nourrir l'imaginaire complotiste. Mais de là à les croire maîtres du monde... Il y a un pas que nous ne pouvons franchir. Nous donnons donc rendez-vous à Sofiane et aux autres pour la suite. Mais en attendant, Peters, auriez-vous votre fameuse maxime du jour ? Oui, au bureau des complots, c'est comme dans une loge. Moins on en dit, et plus on donne l'impression de savoir quelque chose. Spirituel. Bon, eh bien, allons nous reposer avant de reprendre notre édifice. Et d'ici là, vous qui nous écoutez, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Non, faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs, à votre